Quand Louis-Antoine de Bougainville aborde Tahiti et les îles du Vent il y a 250 ans, il est persuadé d'avoir découvert le paradis sur Terre. Aujourd'hui encore, Tahiti reste l'île la plus célèbre de Polynésie. Et son nom, chargé d'exotisme, enflamme toujours l'imaginaire des Occidentaux. Mais c'est bien loin de l'image d'Épinal que nous avons décidé de vous emmener. Nous partons vers la montagne tahitienne, sauvage et inhabitée, en compagnie de Sam Roscoll et de son équipe. Ah, c'est les cailloux qui tombent ou c'est la corde qui est abîmée? Ils forment une véritable famille, le GPI, le groupe d'intervention de la protection civile. Explorer des canyons, descendre les cascades les plus hautes de Polynésie ou encore sauver des vies, aller où les autres ne vont pas, tel est leur quotidien. Pour Jean-Yves Meyer, le bonheur se trouve dans les hauteurs. Ce botaniste est certainement le meilleur spécialiste de la biodiversité polynésienne. Avec Vicky, une scientifique américaine, il part sur le mont Oroena à la recherche de la bidens, une fleur endémique des montagnes tahitiennes. C'est plus de mon âge. Et puis il y a Noëlla, la maman de la vallée de la Punaru, comme on la surnomme ici. C'est une militante de la nature et une des rares guides de montagne féminines. Avec elle, nous partons sur les traces des cueilleurs d'oranges sauvages, une activité à haut risque qui ne se pratique qu'une fois dans l'année. Il est 5h30 du matin. L'équipe de Sam Roscoll est bientôt au complet. Aujourd'hui, ils ont un rendez-vous très important, à la cascade de la Fatawa, l'une des 20 plus hautes chutes d'eau du monde. 6 mois qu'ils préparent l'expédition. Une journée entre plaisir et entraînement. Omelette, café et poisson cru sont au menu du Maha, le déjeuner tahitien. Il faut bien manger le matin parce qu'on sait à quelle heure on va, on ne sait pas à quelle heure je viens. On ne sait pas à quelle heure je viens, donc on fait un maha copieux là. Pour les gars, on fait des œufs. Tout le monde achète un petit peu, tout le monde achète un peu de tout et comme ça fait un gros festin pour le matin. Ah, pour les jeunes. Ce matin, il est copieux, car la journée s'annonce une nouvelle fois longue et éprouvante. C'est bon les brades? C'est bon. Pas trop de stress? Foum, jamais de stress, hein? Bon. Au contraire. Vous êtes content? Oui. On fait pas la course quand on descend, hein? Ah non. Hein? On met 2 cordes, mais on fait pas la course, hein? Non, non. Hein? On fait pas la course. Vous n'êtes pas au GIGN, là, hein? D'accord? La cascade de la Fatawa, c'est une véritable machine à laver de 150 mètres de haut. Elle alimente en eau douce toute la ville de Papeete. Vue du ciel, la chute est impressionnante. Seul Sam l'a déjà descendu. C'était il y a 8 ans. Pour Taina, Stanley et JP, c'est une première. Pour Leilani aussi, elle a pour ambition d'intégrer l'équipe du GIP. Ça fait un peu flipper quand même, hein? Hey, c'est belle le spot. Bon, allez. Alors, descendre la Fatawa pour Leilani, c'est une façon toute personnelle de lutter contre sa peur du vide. Mon Dieu, j'ai peur. Pour moi, le défi, c'est de combattre la peur du vide. C'est mieux. Voilà, c'est l'occasion. Ah ouais, alors là, je sais pas si je le referai 2 fois dans ma vie, ça. Pourquoi? J'ai peur. C'est vrai?
Ah oui. Je fais ça pour dépasser mes limites. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais le faire 2 fois, je sais pas. Mais ça va aller. Oui, ça va aller. On est parti. Ok, il commence à descendre. C'est parti. Oui. JP, là fais la radio. Amène-moi. Taura. Taina, c'est bon, ça marche? Taina et JP passent en premier. Dans leur sac, les 150 mètres de corde nécessaires à la descente. Les premiers mètres se déroulent comme prévu. Hervé, ils sont en train de descendre ou pas? Ouais, ils descendent. Ça descend bien? C'est cool? Oui, ils descendent bien. Les morceaux de bois de fer installés par l'équipe pour éviter que les cordes ne soient sectionnées par la roche semblent efficaces. Pourtant, un peu plus bas, alors qu'ils sont suspendus dans le vide, un bruit sourd. Un bloc de roche s'est décroché de la paroi au-dessus de Taina et de JP. Hey! Le corps à l'abri! Le caillou, t'as vu le caillou qui est tombé là à côté? Ouais. Parce que tout à l'heure, Joyce s'était dit là, ça monte, non? Non, là, comme ça, là, hecké, non? Sam, alerté par la radio, est inquiet. Taina, un truc qui coince ou pas? Gros frottement plus caillou qui tombe. Très gros frottement plus caillou qui tombe. Ah, c'est les cailloux qui tombent ou c'est la corde qui est abîmée? Taina et JP décident de s'encorder mutuellement. Ils accélèrent la descente. Non, mais on a dit qu'on avait un flottement et je vais voir le flottement. Ok, là. Regarde, descends comme on a fait tout ça. Lui, il va aller voir la déchirure de la corde, si c'est déchiré. Et s'il voit que c'est bon, je t'équipe, m'appelle, je t'équipe, je t'emmène là, après tu descends avec lui. Ça va? Rassurant ces histoires de cordes déchirées. Hein. On a entendu pire. Hein. Ah bon? Pas moi. Finalement, Sam décide de modifier le système de fixation pour limiter le frottement des cordes sur la roche. Leilani, la peur au ventre, doit maintenant le rejoindre. La descente est laborieuse. Leilani est tendue, car le frottement des cordes l'inquiète. Sam tente alors de la mettre en confiance. Leilani, t'es à l'aise comme ça? Tu vas mettre l'autre côté, t'es droitienne ou gauchère? Passe la corde de l'autre côté. Voilà. Lève la corde, viens avec moi, je t'attends. Ça va? Porte ta corde à 2 mètres. Tu peux lâcher devant, hein? Allez, porte ta corde à 2 mètres. Allez. Porte la corde à 2 mètres. Allez. Comment tu es? Ça va, regarde comment c'est beau. À l'approche du fil d'araignée, cette partie de la descente où elle se retrouve suspendue au-dessus du vide, elle se tétanise et ne bouge plus. Leilani ne peut plus descendre et s'en remet à Sam. Finalement, avec le sol qui se rapproche, le plaisir reprend le dessus. Et c'est une Leilani transfigurée qui rejoint ses compagnons d'aventure.
Martin, comment ça a été? Bon, ça speed en ville, il faut qu'on aille. Oui, monsieur. Cool. On lève le casque parce que la GoPro, il est comme ça. On lève le casque. Je l'ai fait. Viens te donner un coup de main après. Ça, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, heureusement que je suis descendue avec Sam, il me rassurait. J'ai eu un petit moment de panique, en plein dans le vide là. Ça fait haut quand même. Hein. Ah ouais, ça. Et en fait, je faisais en sorte de ne pas regarder en bas. Hey, bleu. Je regardais pas le bas. Bleu, récupérez la bleue. Parce que là, la sensation de vide, j'avais qu'une peur, c'était que les cordes elles lâchent. C'est vraiment la sensation que la vie, elle ne tient qu'à un fil, quoi. C'est le cas de le dire. Ah, c'est bon. Ah, l'adrénaline. Tape la Franchine, super. Tu l'as fait. Merci. Sam et son équipe vont bientôt pouvoir compter sur une nouvelle recrue au sein du groupe d'intervention. Leilani a réussi une nouvelle fois à vaincre sa peur du vide. Les rappels vertigineux ne lui feront désormais plus peur. Il ne leur reste plus qu'à remercier la montagne. Merci la montagne. Hey, Maruru te mato. Maruru te mato. Yo, 3 grappes ici qui restent. Le lendemain matin, nous retrouvons Stanley et Taina chez les militaires. Bûcherons professionnels, ils assurent une formation pour les jeunes engagés. Ces apprentis bûcherons doivent apprendre à élaguer des cocotiers à plus de 15 mètres de hauteur. Ces opérations de coupe sont indispensables pour éviter les chutes de noix de coco. Allez, je te laisse t'équiper. Ta sangle de sécurité autour, là, celui-là. Voilà. Allez, go. Là, ils apprennent à décocoter, à couper toutes les grappes autour du cocotier et les palmes. C'est pas évident parce que d'abord, il faut maîtriser les griffes pour grimper. Ça va, ma tété? C'est quand même un métier très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui tombent, tu vois, beaucoup de gens qui tombent de là-haut. Pourquoi? Parce que c'est dû, parce qu'ils n'ont pas fait de formation et toute la sécurité qui suit, quoi. Voilà. Allez, vas-y, coupe! Accélère! Voilà! Ma tété, coupe la grappe qui est à droite. Lâche la main gauche. Moi, ça me fait plaisir maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, ils savent grimper, ils savent couper. Parce que par rapport au début, zéro. Ils ne savaient rien faire. Et ils sont contents. Ils sont vraiment contents parce que eux-mêmes, ils sont étonnés, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils peuvent faire. Ça y est, il a décocoté son cocotier, super. Et il est validé. Dans l'après-midi, Taina et Stanley se rendent sur les hauteurs de Papeete, la capitale de Tahiti. Ils doivent sécuriser une route menacée par la chute de Falkata, des arbres aux dimensions impressionnantes, mais dont la particularité est d'être très cassants. Parce que comme ce sont des arbres qui sont fragiles, tu vois, et ça casse pour un rien. Ils sont tellement grands, énormes. Avec le vent, ça déchausse tout le côté, quoi. C'est pour ça que les racines, ils sont plus à l'extérieur. On les voit.
On va couper ce gros falcalta là, pour le faire tomber. Une opération délicate qui s'effectue toujours à deux. Parce que celui qui coupe, il ne voit pas forcément tout. Donc le deuxième, c'est lui les yeux qui voit celui qui coupe. Surtout quand c'est un gros. Quand celui qui coupe, il tient la machine, hein, il coupe, il ne voit pas derrière et tout. Donc c'est le rôle du binôme d'observer et de prévenir le bûcheron. J'ai confiance en Stanley, Stanley a confiance en moi et c'est ça qui est important. On a tout appris dans le GPI. Le GPI, c'était une porte pour nous pour s'en sortir. Hein. Donc on a travaillé dedans, le GPI. On a commencé par faire du bénévolat. Après, on s'est professionnalisé dans le bûcheron. Du coup, on est devenu bûcheron professionnel. Et c'est devenu notre métier maintenant, couper les arbres. Et notre passion. Voilà. Des fois, ça nous moque de couper les arbres. Hein. On aime ça. Nous retrouvons Jean-Yves Meyer, notre botaniste, dans la montagne tahitienne. Il est un peu tendu. Avec Vicky, une des toutes meilleures botanistes généticiennes au monde, venue spécialement de Washington, il conduit une expédition scientifique délicate sur le plus haut sommet de Tahiti, le mont Oroena, qui culmine à 2241 mètres. Il s'agit pour nos scientifiques de mettre la main sur une petite fleur qui ne pousse qu'ici dans la montagne tahitienne. Mais à la dernière minute, changement de programme. Problème météo, ils ne pourront pas se poser au sommet. On s'est fait déposer sur Pito-Iti, le lieu de campement. On ira sur l'Orena demain matin seulement parce que là, il y a la couverture nuageuse qui monte assez rapidement. Et on ne veut pas être coincé sur l'Orena avec le pilote. Heureusement, Jean-Yves avait déjà tout anticipé, même l'éventualité de passer la nuit dans la montagne. Tenue de combat. On a tout le matériel, même pour 2 jours. La nourriture, le matériel de sécurité, les cordes. Vicky n'est pas inquiète et s'est patientée. Je suis très enthousiaste, c'est formidable. C'est une occasion unique. J'espère voir des plantes que je n'ai encore jamais vues et ce devrait être important pour la recherche scientifique. Elle est venue ici pour collecter des échantillons de bidins, une sorte de pâquerette qui ne pousse plus qu'à Tahiti au-delà de 2000 mètres. C'est donc à 2000 mètres d'altitude, sur le mont Pito-Iti, que l'équipe scientifique dresse le camp de base. On est vraiment au centre de l'île, sur les 2 plus hauts sommets de Tahiti, avec les 3 grandes vallées. Et en fait, il faut imaginer qu'il y avait un grand volcan qui montait beaucoup plus haut que 2000 mètres, peut-être 3000 mètres. Et avec l'érosion, en 1 million d'années, puisque l'île a à peu près entre 700 000 ans et 1 million d'années, la grande partie du socle volcanique a été érodée, il ne reste plus que ces grandes vallées. La dernière fois qu'il a arpenté ces cimes, c'était il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, Jean-Yves n'a aucune idée de l'endroit où chercher la fameuse plante que Vicky espère collecter. Autant dire, chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc quand il y a de la végétation, ça va, on peut descendre à main nue. Mais sinon, dans des endroits où c'est plus rocailleux, il nous faut des cordes. Donc la difficulté, c'est de faire un inventaire exhaustif de la flore, c'est quasiment jamais terminé. Fuchsia cirtandroides. Et cette espèce, c'est une espèce endémique de Tahiti, Fuchsia cirtandroides. Donc c'est la seule espèce de fuchsia qui est dans les îles du Pacifique, quoi. Ça a dû être transporté par des oiseaux. Comme cette espèce, la plante qu'il recherche est devenue endémique de l'île de Tahiti au fil du temps. C'est-à-dire qu'on ne la trouve plus qu'ici. Menacée de disparition, elle est désormais sur la liste des espèces protégées de Polynésie française.
On est à peu près à 1900-2000 mètres et effectivement c'est surprenant parce que la végétation c'est une végétation quasiment alpine, d'altitude, de haute altitude. Et on est loin du cliché des cocotiers de la plage et des cocotiers d'une île comme Tahiti. On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait avec Vicky, là, les fameux bidins, ces fameuses petites pâquerettes endémiques. Enfin, elles y sont, mais elles ne sont pas en fleurs. On a besoin d'un échantillon en fleurs. Après une nuit à la Belle Étoile, l'hélicoptère vient rechercher Jean-Yves et son équipe. Au-dessus des nuages, ils découvrent un paysage à couper le souffle. Un point de vue rare sur Tahiti. Une île jeune, au relief étonnant. C'est finalement près du sommet du mont Oroena que l'expédition se poursuit. Ça t'a plu? Oh génial, j'adore ça. Impressionnant, non? Je suis impressionnée. Le seul moyen de ne pas se tromper d'espèce, c'est de dénicher des bidins sans fleurs. Jean-Yves et Vicky se pressent alors de dévaler les versants les moins escarpés, avant de s'attaquer aux flancs beaucoup plus pentus. On va faire le vallon là, Henri. Ouais, celui-là, là, à gauche. À gauche. Il va faire une corde. Ah ouais, magnifique. Ça va mettre la corde, hein. Jean-Yves a repéré quelque chose un peu plus bas. Ah ouais, il est splendide, hein. C'est falaise, hein. Ouais. Bah voilà, vitesse, là, contente. Ouais, là, ça contente. Yes. On a ce qu'on cherchait. C'est bon, ça va. C'est plus de mon âge. C'est bon? Tout le monde est vivant? Vicky, de son côté, ne sait pas que la mission vient d'être accomplie. Elle est rentrée au camp de base, fatiguée par ses heures de marche. Oh, mais t'es incroyable! Je les ai eues. Regardez-moi ça! Elles sont en fleurs. C'est mélangé dans le sac. Tiens, voici les bidins. Oh, génial! C'est peut-être la fleur la moins romantique qu'un homme lui aura jamais offert. Mais pour Vicky, elle n'a pas de prix. Il y a du violet et du jaune. Cette plante ne pousse qu'ici, sur ces deux pics. Alors si on ne la trouve pas ici, on la trouvera nulle part ailleurs. À travers cette étude scientifique, on cherche à comprendre l'origine de l'évolution des espèces à travers tout le Pacifique. En un mot, à quelle étape de l'évolution se situe Tahiti par rapport aux Australes, aux Marquises et aux îles Hawaï? Pour ça, il nous faut des échantillons dont on va analyser l'ADN pour espérer découvrir comment les espèces ont migré. Ce qui nous aiderait enfin à comprendre comment la vie a évolué dans tout le Pacifique. Il faut avoir de jeunes fleurs pour avoir le meilleur ADN. Cette sorte de pâquerette est un indice capital pour reconstituer la genèse de ce petit paradis. Premier colonisateur d'un volcan océanique, comment les plantes ont-elles pu se développer à plus de 5000 km du continent le plus proche? Un mystère que Jean-Yves Meyer et ses collègues botanistes arriveront peut-être à percer un jour.